Robert Bobby Kellerman avait toujours cru que l'amour se mesurait au prix du sacrifice. À 52 ans, ce constructeur discret avait bâti sa vie autour de ce principe. Il n'érigeait pas seulement des maisons, mais une famille qu'il pensait reconnaître sa dévotion sans faille. Ses mains rugueuses, marquées par des décennies de travail honnête, avaient apporté tout ce que sa femme, Linda, et son fils, Travis, avaient jamais désiré. La famille Kellerman vivait à Milberg Heights, un quartier modeste où l'entreprise de construction de Bobby jouissait d'une solide réputation. Il n'était pas riche, mais il était fiable, le genre d'homme prêt à donner son dernier dollar pour aider ceux qu'il aimait. Sa femme, Linda, 47 ans, blonde platine, passionnée de design et adepte des imitations chic, s'était habituée à la générosité de Bobby au fil de leurs 23 années de mariage. Travis, leur fils de 25 ans, avait hérité du sentiment d'être dû à tout, comme sa mère, mais sans l'éthique de travail de son père. Après avoir abandonné ses études supérieures 2 fois, il passait ses 3 dernières années à enchaîner des petits boulots, logeant sans loyer dans le sous-sol de son père. Malgré ses échecs, Bobby continuait de le soutenir, persuadé que l'amour inconditionnel finirait par l'amener sur le chemin du succès. Les ennuis ont commencé il y a 6 mois, lorsque Travis annonça son engagement avec Rebecca Morrison, une influenceuse de 23 ans comptant 30 000 abonnés, au rêve bien plus grand que ses revenus. Becca était tout ce que Travis pensait mériter, belle, ambitieuse, et au train de vie dispendieux. Elle affichait de longs cheveux auburn, des yeux verts et un sourire capable de soutirer de l'argent jusque dans la poche de Monsieur Meiser. « Papa, on veut un vrai mariage » avait lancé Travis pendant le dîner, le bras autour de Becca, le regard plongé dans ses tableaux Pinterest regorgeant de salles éclairées de lustres et de gâteaux à 5 étages. Rien de cheap ou embarrassant. Mes abonnés vont tout regarder. Bobby, ému par l'air sincère de son fils, sentit un appel familier à l'obligation paternelle. « Combien on parle, fiston ? 35 000 $, ça devrait le faire. » Becca intervenait doucement, lui montrant des photos de leur lieu de rêve, le Grand View Manor, où se marient les influenceurs. Linda acquiesça avec approbation. « Robert, le garçon mérite un beau mariage. On ne peut pas paraître radin. » L'entreprise de Bobby était stable mais pas florissante, 35 000 $, c'était presque la moitié de son bénéfice annuel. Pourtant, confronté à l'expression pleine d'espoir de Travis, il répondit. « Très bien. Je vais trouver le moyen. » Cette décision marqua le début du jeûne financier de Bobby. Il réduisit son budget course à 10 $ par semaine, ne vivait que de nouilles instantanées et de sandwichs au beurre de cacahuètes. Il annula son abonnement à la télévision, vendit son bateau de pêche, et accepta des missions le week-end pour économiser chaque centime. Quand Linda se plaignait de ce nouveau train de vie, il enchaînait les heures supplémentaires en silence. « Tu n'es jamais à la maison » disait Linda, qui passait pourtant ses journées à faire du shopping pour le mariage avec Becca, utilisant les cartes de crédit de Bobby pour des achats essentiels. « Je fais ça pour Travis » répondait-il, exténué après des journées de travail de 14 heures. C'est son grand jour. Ce que Bobby ignorait, c'était que ses sacrifices étaient devenus la matière première d'un divertissement familial. Linda avait tissé des liens de connivence avec Becca autour de la préparation du mariage, les deux moquant ses repas frugaux et ses efforts désespérés. Elle se jouissait de sa dévotion à la fois comme d'un spectacle pathétique et d'une ressource inépuisable. Quant à Travis, il cultivait une validation dans l'attention que lui portait Becca et dans l'admiration roulant chez ses amis pour sa famille généreuse. Il ne disait rien du ramen que son père avalait tandis que champagne et rêves flottaient autour du mariage. Il préférait laisser entendre que l'argent tombait du ciel. Au bout de 3 mois, un nouveau personnage entra dans cette comédie, le docteur Michael Andry, 40 ans, chirurgien orthopédiste, nouveau patient de Linda à cause d'un mal de dos qui nécessitait des rendez-vous hebdomadaires. Grand, distingué et fraîchement divorcé, Michael incarna pour Linda tout ce qui lui manquait, un homme raffiné, amateur des choses luxueuses. Leur relation débuta avec des cafés après les consultations, évolua en déjeuner, puis en rencontre passionnée dans le condo cossu de Michael, en centre-ville. Linda expliquait ses absences à Bobby par un faux club de lecture des rendez-vous romanesques entre épouses. Michael, lui, savourait les détails de la vie de Linda, il trouvait amusant et méprisable de l'entendre parler des économies faites par Bobby. « Pourquoi restes-tu avec lui »
demandait-il lors de leurs après-midi. Il est utile, répondait Linda en admirant son reflet dans la salle de bain de Michael. Il paiera tout, si on sait comment lui demander. Mais après le mariage de Travis, il est temps de changer. Ni Linda ni Michael ne se doutaient qu'une voisine, Madame Henderson, avait remarqué ses allées et venues étranges. Cette veuve âgée, qui appréciait beaucoup Bobby, avait vu combien il avait maigri, alors que sa femme semblait à nouveau vibrer de bonheur. Chapitre 2. Les fils se défont. La dévotion de Bobby à organiser ce mariage devint une obsession. Dès 4 heures du matin, il se levait pour travailler au maximum, accumulant les heures pour rentabiliser chaque minute. Il rentrait tard, épuisé, pour découvrir Linda et Becca plongés dans des magazines de mariage, riant aux éclats dans le salon. Les parfums du takeaway chinois, pizza, thaï envahissaient la maison, évinçant les modestes ramens de Bobby. « Papa, tu fais vraiment peur » lança Travis un soir, l'intonation plus irritée que tendre. « Tu nous fais honte. » Les amis de Becca commençaient à remarquer l'état de Bobby. Il se vit dans le miroir du couloir, joues creusées, yeux cernés, vêtements pendant sur sa silhouette amaigrie. « Je vais bien, fiston, je bosse juste dur pour ta journée spéciale, répondit-il, la voix rauque d'épuisement. Becca, souriante, lui fit son habituel commentaire d'influenceuse. « Monsieur Kellerman, vous êtes tellement adorable. Ce mariage va être absolument parfait. Mes abonnés vont halluciner quand ils verront les photos. » Mais les dépenses s'envolaient toujours plus haut. D'abord les arrangements floraux surélevés de $3000, car les roses, c'est trop basique. Puis un éclairage sur mesure pour sublimer les photos, encore $2000. Chaque nouvelle dépense se traduisait par un nouveau repas de ramen pour Bobby. Chapitre 3. Leçon de la vérité. Avec des journées de travail de plus en plus longues, Linda s'était enhardie dans sa liaison. Parfois, elle revenait de son club de lecture avec le parfum capiteux d'une eau de Cologne coûteuse accrochée à ses vêtements. Elle avait commencé à laisser échapper des allusions, comme quoi elle voulait plus de piquant dans sa vie. Elle mentionnait ses amis divorcés qui vivaient leur meilleure vie, voyageant dans des destinations exotiques. Peut-être qu'après le mariage, on devrait envisager une croisière, suggéra-t-elle un soir, alors que Bobby était plongé dans ses calculs de dettes sur son ordinateur portable. Linda, on sera fauché pendant des années après ce mariage, répondit-il sans lever les yeux. Peut-être quand les affaires reprendront, soupira-t-elle théâtralement. Tu ne veux plus jamais rien faire d'amusant, Robert. On dirait que tu as abandonné l'idée même de vivre. Pendant ce temps, Travis et Becca s'étaient installés dans leur rôle de petite royauté capricieuse. Ils avaient déplacé leurs séances de préparation du mariage dans des cafés et des restaurants, utilisant les cartes de crédit de Bobby pour financer leurs sorties quotidiennes, discutant de leur avenir avec une cruauté désinvolte. « Ton père est tellement désespéré de faire plaisir à tout le monde », observa Becca lors d'une réunion au café. « C'en est presque triste. » « Il a toujours été comme ça », répondit Travis, les yeux fixés sur son téléphone. « Maman dit qu'il est prêt à tout sacrifier pour éviter les conflits. C'est facile de le manipuler. » Leur ami Jake Morrison, le frère aîné de Becca, venait de rentrer de Los Angeles, où il se vantait de ses succès dans le monde des startups et du capital risque. À 28 ans, il s'était persuadé qu'il était destiné à la grandeur, malgré une série d'échecs commerciaux et des dettes croissantes. Il logeait chez Becca, la charmant avec ses histoires de contacts à Hollywood et d'opportunités à venir. « Tu devrais venir à la après le mariage », proposa Jake un soir lors d'un dîner de groupe. « J'ai des contacts dans l'industrie du divertissement. Becca pourrait devenir une star sur la côte ouest. » Travis aimait cette idée, se réinventer en Californie, loin des regards désapprobateurs de son père et des gosses du quartier qui se souvenaient de ses échecs. « Peut-être bien, dit-il. Papa paie déjà pour tout de toute façon. » Le docteur Michael Hendricks, lui, en avait assez des plaintes incessantes de Linda au sujet de Bobby. Au début, ses récits sur l'avarice de son mari l'amusaient, mais après des mois à entendre les mêmes jérémiades, il avait fini par entrevoir la véritable nature de Linda, égoïste, capricieuse, totalement dépourvue de loyauté. « Quand est-ce que tu vas le quitter ?» demanda-t-il lors d'une de leurs rencontres. « Tu parles de vouloir une meilleure vie, mais tu ne fais aucun pas pour y parvenir. » Linda hésita. L'excitation de la liaison lui plaisait,
mais le revenu stable de Bobby représentait une sécurité que l'intérêt de Michael ne garantissait pas. Après le mariage, promit elle. Une fois que Travis sera installé, je serai prête à recommencer à zéro. Mais Madame Henderson, leur voisine âgée, avait déjà tout vu. Elle avait observé depuis des semaines le comportement suspect de Linda, les heures auxquelles elle partait et revenait, la manière dont elle se regardait dans le miroir avant de partir à son soi-disant club de lecture, et cette aura générale de tromperie. Un après-midi, alors que Bobby était au travail, Madame Henderson prit sa décision. Elle traversa la rue et frappa à la porte des Kellerman. « Linda, ma chère, dit-elle, alors que Linda ouvrait, visiblement prise au dépourvu. Je voulais te parler de ce club de lecture dont tu fais partie. Je cherche une activité pour mes soirées, et cela m'a l'air merveilleux. » Linda blêmit. « Oh Madame Henderson, c'est un groupe très spécifique. Nous lisons des livres particuliers. Principalement des romans romantiques. Avec des thèmes très adultes. » « Parfait, répondit Madame Henderson avec un sourire innocent. J'adore les bonnes histoires d'amour. Où vous réunissez-vous? J'aimerais vraiment me joindre à vous. Linda bafouilla des explications de plus en plus invraisemblables, jusqu'à ce que Madame Henderson se contente de sourire, sachant pertinemment ce qu'il en était. Elle avait sa confirmation, Linda mentait sur ses absences bi-hebdomadaires. Et le pauvre Bobby méritait de connaître la vérité. Le matin du versement final. Ce matin-là, Bobby était dans sa cuisine, dégustant son petit déjeuner, du gruau instantané et un café noir. Le chèque dans son portefeuille représentait toutes ses économies. Il avait puisé dans son compte retraite, contracté une seconde hypothèque sur leur maison. 35 000 $. Tout ce qu'il avait, et plus encore, investi dans le bonheur de son fils. Linda était déjà partie pour son « club de lecture », l'embrassant sur la joue avec un enthousiasme inhabituel. « Le mariage va être magnifique, Robert. Travis a de la chance d'avoir un père comme toi. » Bobby sourit. Il éprouvait un rare sentiment de satisfaction. Malgré les sacrifices, il avait tenu sa promesse. Son fils aurait le mariage de ses rêves. Et peut-être qu'après, ils pourraient reconstruire ensemble leur stabilité financière. Le trajet jusqu'à l'appartement de Travis prit 20 minutes dans le trafic matinal. Bobby avait appelé à l'avance pour convenir d'un rendez-vous, voulant remettre le chèque final en main propre. C'était son moment. L'aboutissement de mois de privation. Il allait enfin gagner le respect et la gratitude de son fils. Il monta les escaliers jusqu'au 2e étage, répétant mentalement un petit discours sur la famille, l'engagement, et l'importance de construire un mariage solide. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, il entendait des voix, Travis, Becca, et quelqu'un d'autre. Tous riaient. Bobby leva la main pour frapper quand il entendit clairement la voix de son fils. « Mon père est un vrai loser. Il paiera pour tout, tant que tu le culpabilises assez. » Ces mots frappèrent Bobby comme un coup physique. Il se figea, la main suspendue à quelques centimètres de la porte. Le rire de Becca suivit. « Ta mère a dit qu'il mange des ramen depuis des semaines juste pour pouvoir payer notre mariage de rêve. » Le cœur de Bobby battait à tout rompre. Il reconnut la 3e voix, Jake Morrison, le frère de Becca. « Il est tellement désespéré d'être aimé, c'en est pathétique, » dit Jake en riant. « Il a même vendu son bateau de pêche, » ajouta Travis, avec une ironie mielleuse. Son précieux bateau, qu'il utilisait tous les week-ends. Tout ça pour que la princesse Becca puisse avoir son moment Instagram. « Tu l'as vu la semaine dernière ?» lança Becca. « Il est pratiquement squelettique. J'ai presque eu pitié. Puis je me suis souvenu, c'est lui qui choisit de faire tout ça. Personne ne l'oblige à être aussi pathétique. » La voix de Jake résonna, détachée, cruelle. « Au moins, vous obtenez quelque chose en retour, mariage gratuit, argent gratuit. Et une fois à là, vous n'aurez plus jamais à voir sa tête déçue. » C'est le plan, acquiesça Travis. Une fois marié et installé en Californie, fini tout ça. Plus besoin de cette petite ville et de ses obligations familiales. Qu'il mange des ramen pour le reste de sa vie, s'il veut. Quelque chose se brisa en Bobby. Non,
Pas un cœur brisé. Quelque chose de plus froid. Plus tranchant. Le chèque dans sa poche ne représentait plus un fardeau, mais une opportunité. Il regarda la porte. Ces gens avaient bâti leur rêve sur ses souffrances. Alors, silencieusement, délibérément, Bobby glissa le chèque de retour dans sa poche. Il se retourna, et partit. Et il descendit les escaliers, ses pas silencieux sur le tapis du couloir. Avant même d'avoir atteint son camion, son esprit s'activait déjà, contrat de salle, acompte pour le traiteur, arrangements floraux, forfait photo. Il connaissait chaque clause d'annulation, chaque ligne fine, il suffisait de savoir où chercher. Bobby prit la route, direction Grandview Manor. Là-bas, la coordinatrice du mariage, Patricia Wells, l'accueillit avec un enthousiasme professionnel parfaitement rodé. « Monsieur Kellerman, quel plaisir de vous voir. Toute l'équipe est ravie à l'idée du grand jour de Travis et Becca, le mois prochain. Justement à ce sujet, dit Bobby calmement, je suis venu annuler tout. » Le sourire de Patricia vacilla. Annuler? Mais, le mariage est dans 4 semaines. Les préparatifs ont déjà commencé et les acomptes. Consultez le contrat, la coupe à Bobby, sortant une copie soigneusement annotée du document. Article 12, paragraphe 4, annulation totale autorisée avec un préavis de 48 heures pour les événements prévus à plus de 30 jours. Je vous donne exactement 30 jours. Patricia pâlit en consultant les papiers. Bobby avait lu chaque contrat en détail, chaque clause, chaque condition, en comprenant parfaitement les implications juridiques. « Monsieur Kellerman, êtes-vous certain? Les acomptes sont considérables. »« Gardez-les, » répondit Bobby. « Considérez cela comme un dédommagement pour le dérangement. » Mais le mariage est annulé. Immédiatement. Pendant les 3 heures qui suivirent, il annula chaque prestataire, chaque service, chaque détail que Travis et Becca avaient mis des mois à planifier avec soin, le fleuriste, le photographe, le traiteur, le groupe de musique. Chaque annulation fut polie, mais définitive. Bobby était un entrepreneur respecté, et son nom inspirait confiance. Personne ne remit en question ses décisions. Ce soir-là, Bobby avait démonté le mariage de rêve de son fils avec la même précision méthodique qu'il utilisait pour ériger des bâtiments. À une différence près, la destruction, quand elle est méritée, a un goût étonnamment satisfaisant. Le téléphone sonna à 8 heures le lendemain matin. Chapitre 4. Le jugement commence. Travis, paniqué, ne reçut de réponse qu'au 10e appel. « Papa? Qu'est-ce que t'as foutu? Le lieu nous a appelés ce matin. Ils ont dit que t'avais annulé tout. » Bobby, assis paisiblement à la table de la cuisine, savourait son premier vrai petit déjeuner depuis des mois. Bacon, tartines grillées et jus d'orange frais. Un silence pesant s'installa dans le combiné. Travis attendait une explication? Des excuses? Une justification? Enfin, Bobby parla. Et sa voix portait une gravité que Travis n'avait jamais entendue auparavant. « Je t'ai entendu hier. Chez toi. Toi, Becca, et son frère. En train de rire aux éclats à propos du vieux père. » Le silence s'approfondit. Bobby pouvait presque entendre les rouages dans la tête de son fils, cherchant frénétiquement une stratégie pour limiter les dégâts. « Papa. Écoute, on faisait juste. »« Juste quoi ?» demanda Bobby, toujours d'un calme glaçant. « Juste plaisanter sur le fait que je me nourris de nouilles instantanées pendant que ta princesse prépare son moment Instagram. Juste rigoler sur à quel point je suis pathétique d'aimer mon fils au point de me sacrifier entièrement pour lui. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement ça. » Il but une gorgée de son café, savourant enfin quelque chose qu'il s'était refusé depuis des mois. 35 000 $, Travis. C'est ce que j'ai investi dans votre mariage. Tu veux savoir comment j'ai rassemblé cette somme? Travis resta muet. J'ai hypothéqué la maison. J'ai vidé mon compte retraite. J'ai vendu tout ce que j'avais de valeur. Et pendant 4 mois, j'ai mangé un seul repas par jour. Tout ça pour que tu aies le mariage de tes rêves. Et toi, tu me traites de loser désespéré?
Papa, je t'en supplie. Le mariage est annulé, déclara Bobby, d'un ton neutre. Chaque prestataire. Chaque service. Chaque détail que vous avez planifié pendant des mois. Disparu. Travis, au bord de l'hystérie. Tu ne peux pas faire ça. Des gens viennent de tout le pays. La famille de Becca, ses amis, tout le monde saura. On va être humilié. Tu aurais dû y penser avant de décider de m'humilier, moi. Il raccrocha. Éteignit son téléphone. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une vraie faim. Pas celle de la pauvreté forcée, mais celle d'un homme qui a gagné le droit d'avoir de l'appétit. 1 heure plus tard, la ligne fixe sonna. La voix de Linda, stridente, débordait de panique. « Robert, qu'est-ce que tu as fait ?» Travis est bouleversé. « Tu as humilié toute la famille. »« Moi ? J'ai humilié la famille ?» Bobby éclata d'un rire glacial. Un rire que Linda n'avait jamais entendu chez lui. Froid. Amer. Dénué de toute chaleur. « Dis-moi, Linda, comment va ton club de lecture ?» Le souffle court de Linda confirma ce que Bobby soupçonnait depuis quelque temps. Madame Henderson lui avait rendu visite la veille. Une vieille dame indignée, l'air grave, qui lui avait confié ses soupçons. Linda mentait. Elle n'allait pas au club de lecture. Elle le trompait. Et elle en était certaine. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » murmura Linda, la voix tremblante. « Le docteur Michael Andry, » dit Bobby simplement. Chirurgien orthopédique. Downtown Medical Plaza. Mardi et jeudi après-midi. Un silence. Puis la tonalité. Becca débarqua 30 minutes plus tard. Elle entra en trombe, sans frapper. Sa coiffure parfaite était en désordre. Son maquillage Instagram-proof ruisselait sous les larmes. « Monsieur Kellerman, je vous en supplie. Vous devez comprendre. » Travis ne pensait pas ce qu'il a dit. Il voulait juste frimer devant Jake. Bobby la regarda comme on regarde un insecte agaçant. « Sors de chez moi. »« Mais, le mariage. »« Il n'y a plus de mariage. Ma famille a déjà pris ses billets d'avion. Ma robe a coûté $3000. Et mes abonnés. »« Tes abonnés ?» Bobby se leva lentement. Et dans son mouvement, quelque chose fit reculer Becca d'un pas. « Tu t'inquiètes pour tes abonnés sur les réseaux ? C'est ma carrière. » « Tu n'as pas de carrière. Tu as un hobby, qui dépend de l'argent des autres. Et cette source-là, vient de se tarir. » Becca laissa tomber le masque. Sa panique explosa. « Tu ne peux pas nous faire ça. On a tout planifié. On mérite ce mariage. » « Tu mérites exactement ce que tu as gagné, » répondit Bobby. « C'est-à-dire, rien. » Après son départ, Bobby se prépara un déjeuner. Son premier repas de midi depuis des mois. Il était en train de couper son sandwich lorsque Jake Morrison frappa à la porte. Fini le charme du start-upé. Jake n'était plus que calcul désespéré. « Monsieur Kellerman, il faut qu'on parle, » dit-il en forçant le passage vers le salon. La situation nous échappe. Ah bon? Écoutez, je comprends que vous soyez fâché. Mais vous faites une erreur. Becca et Travis s'aiment. Et vous détruisez leur bonheur à cause d'un malentendu stupide. Bobby fixa Jake Morrison, cet entrepreneur raté qui avait convaincu sa sœur qu'elle méritait un mariage à $35 000, financé par un homme qu'il n'avait pas hésité à qualifier de pathétique. Parle-moi de Los Angeles, Jake. Dis-moi plus sur ces soi-disant opportunités d'affaires que tu promets à mon fils. La confiance de Jake vacilla, son regard fuyant. Eh bien, les choses sont encore en train de se mettre en place. Combien d'argent dois-tu ? Demanda Bobby. Une question simple. Combien dois-tu exactement à tes créanciers, Jake ? Le visage de Jake vira au rouge. Ça ne te regarde pas. C'est devenu mon affaire quand tu as commencé à planifier d'emmener mon fils en Californie, en te basant sur tes relations. Je répète, combien dois-tu ? 17 000, marmonna Jake. Surtout en carte de crédit.
et des perspectives d'emploi concrètes à Los Angeles. Le silence de Jake fut une réponse en soi. Dehors, dit Bobby calmement. Et emmène ta sœur et mon fils avec toi. Quand vous quitterez cette ville, je ne veux plus jamais voir aucun de vous. Tu fais une énorme erreur, menaça Jake. Becca a de l'influence. Elle pourrait rendre ta vie très compliquée. Bobby sourit. Et ce sourire fit naître en Jake un sentiment primitif, quelque chose de profondément inquiétant. Fiston, cela fait 4 mois que je mange des nouilles instantanées en regardant ma famille gaspiller mon argent et se moquer de mes sacrifices. Ma femme me trompe avec un chirurgien, mon fils me prend pour un minable, et sa fiancée me voit comme un distributeur de billets sur pattes. Dis-moi, Jake. Quelle partie de ma vie penses-tu vraiment pouvoir rendre plus difficile? Jake s'en alla sans dire un mot de plus. Chapitre 5. Le dilemme du docteur. Le docteur Michael Hendricks terminait une intervention chirurgicale matinale quand son téléphone vibra. Un SMS urgent de Linda. Bobby sait. Besoin de parler immédiatement. Ses mains restèrent parfaitement stables alors qu'il terminait les derniers points de suture, mais son esprit, lui, s'emballa. Il avait toujours su que cette liaison était risquée. Mais Linda l'avait rassuré, Bobby était trop docile, trop dévoué pour suspecter quoi que ce soit. Michael se croyait maître de ses décisions, fier de son sang-froid chirurgical. Et pourtant, la situation commençait à lui échapper. Linda l'attendait dans son bureau. Fini le calme habituel, elle était à bout, presque en panique. « Il sait pour nous », lança-t-elle sans détour. « Et il a annulé tout le mariage de Travis. » « Qu'est-ce qu'il sait exactement ?» demanda Michael, déjà en train de réfléchir aux stratégies de contrôle des dégâts. « Tout. L'histoire du club de lecture, ton nom, même l'adresse de ta clinique. Quelqu'un devait me suivre. » Michael se versa un scotch depuis le chariot-bar de son bureau. Il n'en proposa pas à Linda. Son récent divorce lui avait déjà coûté cher. Un autre scandale pourrait réduire sa carrière en cendres. La majorité de ses patientes étaient des femmes d'âge moyen, à la recherche de stabilité et de respectabilité chez leur chirurgien orthopédique. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Linda ?» La question la prit de court. « Je veux qu'on s'en sorte ensemble. Qu'on parle à Bobby, qu'on le convainque. » Non. Michael l'interrompit. « Ce que tu dois faire, c'est rentrer chez toi et sauver ton mariage. Ça n'a jamais été censé durer. » Linda le fixa, abasourdie. « Temporaire? Tu m'as dit que tu m'aimais. J'ai dit beaucoup de choses. Mais je ne vais pas détruire ma carrière à cause des problèmes conjugaux de quelqu'un d'autre. » « Des problèmes conjugaux de quelqu'un d'autre ?» s'écria Linda, sa voix tremblante de rage. « On est ensemble depuis 3 mois. On a parlé de quitter Bobby, de construire un avenir à deux. » Michael termina son verre et ajusta sa cravate. « Linda, tu es une femme séduisante, et on a passé de bons moments ensemble. Mais je ne t'ai jamais rien promis de durable. Tu es mariée. Tu as une famille. Et franchement, ton mari a l'air d'un homme bien, il ne mérite pas ce que tu lui fais. » Linda sentit le sol se dérober sous ses pieds. Dans ses rêves, Michael l'aurait sortie de sa vie terne avec Bobby, lui offrant le luxe, l'excitation, tout ce qu'elle pensait mériter. Mais la réalité froide, tranchante, s'abattait sur elle sans pitié. « Tu ne peux pas m'abandonner maintenant, implora-t-elle. Bobby va divorcer. Je n'aurai plus rien. Tu aurais dû y penser avant de lui mentir. » Michael se dirigea vers la porte de son bureau, mettant fin à la conversation. « J'ai des patients à voir. » Une fois Linda partie, Michael passa 2 appels. Le premier à son avocat, pour l'informer de possibles complications liées à la liaison. Le second à son conseiller en gestion de réputation, une précaution devenue indispensable dans sa profession. Pendant ce temps, Bobby lançait la 2e phase de son plan. Il se rendit au bureau de Patricia Wells, la coordinatrice du mariage, une pochette de documents sous le bras. « Monsieur Kellerman, » dit Patricia nerveusement. « J'espère que vous ne venez pas revenir sur l'annulation. Tous les prestataires ont déjà été prévenus. Je ne suis pas ici pour parler du mariage, coupa Bobby.
Je suis ici pour vous proposer un autre type de projet. Patricia fronça les sourcils. Un projet? Bobby ouvrit sa pochette et étala plusieurs contrats sur le bureau. Je veux engager vos services pour un autre événement. Même date que le mariage. Même lieu. Même envergure. Quel genre d'événement? Une fête de divorce. Les sourcils de Patricia se haussèrent. Une fête de divorce? Pour ma femme. Elle ne sait pas encore qu'on divorce. Mais elle le saura bientôt. Je veux organiser une célébration, quelque chose qui l'aidera à bien comprendre la nouvelle réalité qui l'attend. Le plan de Bobby était méticuleux. Et impitoyable. Il avait enquêté sur la liaison de Linda avec la même précision qu'il avait apportée à la planification du mariage. Date. Lieu. Preuve. Chapitre 5, l'invitation à la revanche. Et des lieux, avec preuves photographiques à l'appui, fournis par le neveu de Madame Henderson, un détective privé. Je veux que tout le monde sache, poursuivit Bobby, le regard fixe. Tous ceux qui ont été invités au mariage. Tous ceux qui gravitent autour de Linda. Tous ceux qui ont regardé ma famille me traiter comme un imbécile pendant 4 mois. Tous recevront une invitation. Mais pas à un mariage. Non. À la célébration du divorce de Linda. Patricia resta bouche bée. Horrifiée, mais étrangement fascinée. Monsieur Kellerman. Vous êtes sûr de vouloir faire cela? Ça ressemble à de la vengeance. Madame, la vengeance, ce serait brûler leur maison. Ce que je fais, c'est de l'éducation publique. Et ils n'avaient pas lésiné sur les moyens. Les invitations étaient de véritables œuvres d'art. Bobby avait embauché un graphiste pour créer des cartes élégantes qui, à première vue, ressemblaient à des faire-part de mariage traditionnels. Ce n'est qu'en les regardant de plus près qu'on en comprenait le véritable message. Robert Kellerman a l'honneur de vous inviter à une célébration marquant la fin de son mariage avec Linda Kellerman, dont la liaison passionnée avec le Dr Michael Hendricks a fourni l'inspiration et le divertissement nécessaires à cette occasion joyeuse. Chaque détail était pensé avec une précision chirurgicale. Pas de gâteau de mariage, mais un gâteau de divorce, décoré de cœurs brisés et d'alliances fendues. Pas de cadeaux pour les invités, mais des petits cadres photos contenant des clichés de Linda entrant et sortant du cabinet médical de Michael. Et à la place des discours de mariage? Bobby prévoyait un discours de vérité, les mois de sacrifice, les humiliations, la trahison de sa propre famille. C'est très élaboré, observa Patricia, en consultant les plans. Et coûteux. J'avais 35 000 $ pour ce mariage, répondit Bobby calmement. Autant que cet argent serve enfin à quelque chose. Ce soir-là, Travis arriva chez Bobby accompagné de Jake Morrison. Les deux jeunes hommes avaient perdu leur superbe. Leur arrogance avait laissé place à une panique confuse. « Papa, faut qu'on parle », dit Travis, sans la moindre trace de son ton habituel. Bobby ne les invita pas à entrer. « Ça va trop loin », tenta Jake en haussant le ton, espérant reprendre le contrôle. « Tu es en train d'humilier des gens innocents à cause d'une conversation privée. » Bobby éclata d'un rire glacial. « Innocent ? Mon garçon, il n'y a plus eu une seule personne innocente dans cette histoire depuis longtemps. Vous êtes arrivé dans ma ville, vous avez convaincu mon fils de s'endetter pour un mariage qu'il ne pouvait pas se permettre. Vous vouliez l'embarquer en Californie sur la base de contacts que vous n'avez même pas. Et vous m'avez traité de minable parce que je payais pour les rêves de votre sœur. On peut arranger ça, intervint Travis précipitamment. Je vais m'excuser. On réduira le mariage. Il n'y a plus de mariage, coupa Bobby, d'un ton tranchant. Et il n'y a rien à arranger. Vous m'avez montré qui vous êtes vraiment. Et je vous crois. Jake fit un pas menaçant vers lui. Tu fais une erreur, le vieux. Becca a des contacts, de l'influence. Bobby ne broncha pas. Mais son immobilité soudaine suffit à faire taire Jake. Laissez-moi vous expliquer un truc, les garçons, dit Bobby, calmement, presque en chuchotant. J'ai passé toute ma vie d'adulte à construire. Des maisons. Des entreprises. Des relations. Je sais exactement comment on bâtit quelque chose.
Et je sais exactement comment tout faire s'effondrer. Il marqua une pause. L'influence de votre sœur, c'est 30 000 abonnés qui ne connaissent même pas son vrai nom. La mienne, c'est 25 ans de relations professionnelles dans cette ville. Il les fixa. Jake, ton score de crédit est de 487. Tu dois 17 000 $ répartis sur 6 cartes de crédit. Et tu t'es fait expulser de 2 appartements à Los Angeles. Travis, tu n'as jamais gardé un emploi plus de 8 mois. Ton CV est un catalogue de fiascos. Quant aux revenus Instagram de Becca l'an dernier, 1400 $. C'est ça, votre influence. Les deux jeunes restèrent figés, sans voix. Donc, la prochaine fois que vous voulez me parler de réseau et de pouvoir, souvenez-vous que moi, j'ai les deux. Et que je sais m'en servir. Travis tenta une dernière carte. Papa, je suis ton fils. Bobby le regarda. Vraiment. Comme s'il le voyait pour la première fois. Non, Travis. Mon fils est mort hier, quand je l'ai entendu me traiter de loser pathétique. Toi, t'es juste un gars qui partage mon ADN. Et mon nom de famille. Pour l'instant. Chapitre 6, la tempête sur les réseaux sociaux. Le compte Instagram de Becca Morrison n'était pas qu'un passe-temps. C'était son identité, sa carrière, sa seule source de validation. Ses 30 000 abonnés étaient devenus sa réalité. Son influence du moins, ce qu'elle s'imaginait être une influence définissait tout. Alors l'annulation du mariage ne fut pas seulement une déception personnelle. Ce fut un désastre professionnel, une fissure dans la façade méticuleusement entretenue de sa vie parfaite. Durant la nuit suivant l'annonce de Bobby, elle travailla d'arrache-pied à une réponse émotionnelle sur les réseaux. Une selfie en larmes, éclairée de manière dramatique, accompagnée d'une légende parlant de membres de la famille toxique et d'obstacles à surmonter. Les réactions ne se firent pas attendre. Mais ce n'était pas ce qu'elle espérait. Les commentaires allaient du soutien tiède à l'hostilité directe. Certains abonnés avaient mené leurs propres recherches et découvert des incohérences flagrantes dans son récit. D'autres posaient une question simple mais accablante. Pourquoi une femme censée gagner sa vie grâce aux réseaux sociaux avait-elle besoin que le père de son fiancé finance son mariage? La situation dégénéra lorsqu'un ami de Bobby, Charlie Wu, un entrepreneur local possédant une petite audience en ligne, publia un post qui devint viral dans leur communauté. Charlie avait vu le déclin physique de Bobby au fil des mois de préparation du mariage. Il ne pouvait plus se taire. Certains ont vu passer des posts parlant d'un père toxique qui ruine le mariage de son fils, écrivait Charlie. Laissez-moi vous parler de Bobby Kellerman. Cet homme n'a mangé qu'un repas par jour pendant 4 mois. Il a tout vendu. Il a hypothéqué sa maison, pour payer le mariage de son fils. Et en retour, il les a entendus le traiter de minable, dans son dos. Alors avant de juger, demandez-vous qui est vraiment toxique ici. Charlie joignit à son poste des photos de Bobby, prises 6 mois plus tôt, où il apparaissait en bonne santé, souriant, fier, contrasté avec des images récentes. Où son amaigrissement et sa fatigue parlaient d'eux-mêmes. Et l'effondrement? L'épuisement se lisait sur tous les visages. Pourtant, en quelques heures à peine, la publication avait été partagée des centaines de fois, s'étendant bien au-delà de Milberg Heights et atteignant les communautés voisines. Becca observait, impuissante, alors que son nombre d'abonnés chutait brutalement, 2000 personnes en moins, en une seule journée. Mais le pire restait à venir. Les commerces locaux, autrefois fiers d'être associés à sa marque, commencèrent à prendre leur distance. La boutique de vêtements qui sponsorisait ses tenues publia une déclaration officielle, leur partenariat était terminé. Le restaurant où elle animait des revues sponsorisées retira discrètement toutes les photos où elle était identifiée. Plus un mot. Silence glacial. Pendant ce temps, Jake Morrison découvrait que la crise sur les réseaux sociaux de sa sœur n'était que le début de ses propres ennuis. Son propriétaire à Los Angeles avait entamé une procédure d'expulsion. Les compagnies de cartes de crédit exigeaient les paiements des soldes en souffrance. Son grand projet utilisait le mariage de Travis et Becca comme tremplin pour réseauter et attirer d'éventuels investisseurs s'était effondré. Il se retrouvait bloqué dans une petite ville, criblé de dettes, sans perspective et sans avenir.
Le docteur Michael Hendricks, lui, eut son premier aperçu de la véritable nature de Bobby lorsque 3 de ses patientes annulèrent leur rendez-vous, dans la même matinée. Les 3 femmes étaient mariées à des hommes du réseau professionnel de Bobby, entrepreneurs, fournisseurs, commerçants, l'épine dorsale de l'économie locale. Je pense qu'il vaudrait mieux que je consulte un autre chirurgien orthopédique, expliqua Madame Patterson lorsque la secrétaire de Michael l'appela pour confirmer son rendez-vous. Mon mari travaille avec Bobby Kellerman et nous pensons qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts. Au début, Michael crut à une simple coïncidence. Mais à la fin de la semaine, il avait perdu 12 patients réguliers. Sa secrétaire lui rapporta que les nouvelles demandes de rendez-vous s'étaient pratiquement arrêtées. Des médecins qui le recommandaient habituellement avaient commencé à orienter leurs patients vers d'autres spécialistes, dans les villes voisines. Et pourtant, Bobby n'avait jamais proféré la moindre menace, ni fait aucune accusation publique. Il n'en avait pas eu besoin. Dans une communauté où la réputation est sacrée, où les relations d'affaires reposent sur la confiance, la simple idée que le docteur Hendricks avait trahi un homme respecté suffisait à détruire sa crédibilité. Linda, de son côté, se retrouva isolée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Son cercle social principalement constitué d'épouses de contractants et de femmes de commerçants commença à l'exclure silencieusement. Les cafés furent annulés. Les invitations au club de lecture ne vinrent plus. Les conversations à l'épicerie, devenues froides, gênantes, écourtées. Puis, le coup de grâce, les papiers du divorce arrivèrent un jeudi matin. Un huissier les lui remit alors qu'elle était encore en peignoir. Le dossier était complet, implacable. Il exposait non seulement l'intention de Bobby de mettre fin à leur mariage, mais aussi toutes les preuves financières de la liaison de Linda. Bobby avait tout préparé, dans les moindres détails. Les relevés bancaires montraient les dépenses excessives de Linda pendant la période de son adultère, restaurants luxueux, boutiques haut de gamme bien au-delà du budget habituel du couple. Les factures téléphoniques documentaient des centaines d'appels et de textos à Michael. Les relevés de cartes de crédit révélaient des frais d'hôtel et de spa, exactement aux dates où Linda prétendait être au club de lecture. Mais le plus accablant ? Le rapport du détective privé. Il contenait des photos de Linda entrant et sortant du condo de Michael, des timelines détaillées de ses allées et venues, et des déclarations sous serment de témoins, y compris Madame Henderson et plusieurs voisins qui avaient remarqué son comportement suspect. Travis, lui aussi, reçut son propre paquet cet après-midi-là, un avis d'expulsion de la maison de Bobby, ainsi qu'une demande officielle de remboursement de toutes les dépenses du mariage. L'avocat de Bobby avait soigneusement formulé le document, puisqu'aucun mariage n'avait eu lieu, les fonds engagés n'étaient pas des dons, mais des prêts, donc légalement récupérables. Le jeune homme, qui vivait gratuitement dans le sous-sol de son père depuis 3 ans, se retrouvait soudainement face à la réalité, il allait devoir se débrouiller seul, sans aucune sécurité financière. Son petit boulot à mi-temps dans une boutique de sport lui permettait à peine de couvrir ses dépenses de base, alors payer un loyer et rembourser Bobby ? Impossible. La situation familiale de Becca prit un nouveau tournant lorsque ses parents firent le trajet depuis la Floride après avoir appris l'annulation du mariage. Frank et Dorothy Morrison, retraités de la classe moyenne, n'avaient jamais approuvé la carrière de leur fille sur les réseaux sociaux, ni ses goûts de luxe. 35 000 $, s'exclama Frank Morrison quand Becca lui expliqua la situation. Tu pensais qu'un type que tu connais à peine allait dépenser 35 000 $ pour ton mariage? Ce n'était pas juste pour moi, papa, protesta Becca. C'était pour Travis aussi. Et sa famille voulait. Sa famille voulait un beau mariage, peut-être, mais pas se ruiner pour des photos Instagram, l'interrompit Dorothy. Frank, un ancien électricien, connaissait la valeur de l'argent et le prix du travail manuel. L'idée que sa fille ait non seulement accepté un cadeau aussi extravagant, mais qu'elle ait en plus humilié l'homme qui le lui avait offert allait à l'encontre de tout ce qu'il avait tenté de lui transmettre, le respect, la gratitude, la décence. Tu rentres à la maison avec nous, déclara Frank, catégorique. Cette bêtise des réseaux sociaux est terminée. Tu vas trouver un vrai travail et apprendre ce que signifie respecter ceux qui se lèvent tôt pour gagner leur vie. Les protestations de Becca ne changèrent rien. Ses parents en avaient assez vu. Ils étaient déterminés à reprendre les choses en main, avant qu'il ne soit trop tard. Et le coup de grâce,
Le dernier clou dans le cercueil de l'empire de Becca arriva peu de temps après. Certains de ses abonnés, intrigués par les révélations, commencèrent à enquêter plus en profondeur sur son passé. Ce qu'ils découvrirent détruisit ce qui restait de sa crédibilité. Beaucoup de ses publications, lifestyle, étaient en fait mises en scène dans des lieux empruntés ou loués. Ses vêtements de créateur, souvent des contrefaçons ou des articles en forte réduction, présentés comme des achats au prix fort. Et ses déclarations sur ses revenus? Une exagération éhontée, presque une fiction. Chapitre 7. La célébration du divorce. Et l'indépendance n'était en grande partie qu'une illusion savamment construite. Un blogueur local, bien plus influent que Becca, publia une enquête détaillée intitulée « L'illusion des influenceurs, comment les stars des réseaux sociaux falsifient leur réussite ». Becca y figurait en bonne place, utilisée comme exemple frappant d'authenticité fabriquée. Avec des comparaisons côte à côte entre ses affirmations publiques et la réalité révélée. À la fin du mois, la carrière de Becca Morrison sur les réseaux sociaux était pratiquement terminée. Son nombre d'abonnés était tombé sous la barre des 15 000. Son taux d'engagement avait chuté de manière dramatique. Plus aucune entreprise sérieuse n'acceptait d'associer son image à celle de Becca. Pendant que Bobby observait l'effondrement méthodique et systématique de la vie de celle qu'il avait trahie. Il ne ressentit ni joie, ni vengeance. Seulement la froide et implacable sensation d'un devoir accompli. Comme on abat un bâtiment devenu trop dangereux pour rester debout. La destruction était totale, calculée, irréversible. La fête du divorce. Les invitations pour la célébration du divorce de Bobby furent envoyées exactement 4 semaines après l'annulation du mariage. Elles furent déposées dans les boîtes aux lettres de 2000 Brookite CC environ. Le papier cartonné luxueux et le design raffiné avaient d'abord fait croire à de nombreux destinataires qu'il s'agissait d'annonces de mariage. Ce qui rendit le vrai message encore plus choc. Patricia Wells, organisatrice d'événements, avait d'abord résisté à cette demande peu orthodoxe. Mais la détermination calme de Bobby et son engagement financier total finirent par la convaincre. L'industrie de l'événementiel repose sur des moments mémorables. Et la fête de divorce de Bobby allait définitivement marquer les esprits. Le lieu choisi était le Grandview Manor. Le même endroit où aurait dû avoir lieu le mariage de Travis et Becca. Bobby avait exigé le strict minimum de modifications décoratives par rapport au plan initial. Il voulait que les invités sachent exactement ce qu'ils étaient venus célébrer. Les compositions florales restèrent élégantes. Mais chaque bouquet était désormais constitué exclusivement de fleurs funéraires. Des lys, des chrysanthèmes et des roses, en blanc immaculé et pourpre profond. Pas de cadeau de mariage. À la place, chaque couvert était orné d'un petit cadre argenté contenant une photo prise par l'enquêteur privé. On y voyait Linda entrer dans le condo du docteur Hendrick. Des clichés parfaitement cadrés mais sans équivoque. Où Linda ajustait son apparence devant les miroirs du hall. Et regardait nerveusement autour d'elle avant d'entrer. La liste des invités avait été soigneusement choisie. Tous ceux qui avaient reçu une invitation pour le mariage furent conviés à la célébration du divorce. Mais aussi des membres du réseau professionnel de Bobby, les cercles sociaux de Linda, et même la communauté locale au sens large. Commerçants, membres du conseil municipal, paroissiens, clubs sociaux. Tous furent conviés à la comptabilité publique de Linda Kellerman. L'événement fit rapidement le tour de Millbrookites. Certains furent scandalisés par la vindicte publique de Bobby. D'autres furent fascinés par le retournement spectaculaire de la situation. Et beaucoup étaient tout simplement curieux de voir jusqu'où tout cela irait. Linda reçut son invitation par courrier recommandé, accompagné d'un mot signé de la main de Bobby. « Puisque tu as aimé fêter ça dans mon dos, je me suis dit que tu apprécierais de le faire cette fois-ci. » Devant tout le monde. Le docteur Michael Hendrick reçut son invitation à son cabinet. Ce qui provoqua une vague de rumeurs parmi son personnel. L'enveloppe raffinée avait incité sa réceptionniste à l'ouvrir, croyant qu'il s'agissait d'un événement professionnel. Jusqu'à ce qu'elle découvre son contenu explosif. Qui devint rapidement le sujet de conversation de tout l'immeuble médical. Travis trouva son invitation glissée sous la porte de la chambre miteuse d'un motel.
où il logeait depuis que Bobby l'avait expulsé de la maison familiale. Son père avait ajouté un mot personnel. Ta présence est souhaitée mais pas obligatoire. Je me suis dit que tu aimerais voir la fin d'une situation que tu trouvais si amusante. Le soir de la célébration, Bobby arriva au Grandview Manor. Dans son plus beau costume, le même qu'il avait prévu de porter pour le mariage de son fils. Il avait repris 7 kilos au cours du dernier mois. Son visage avait retrouvé couleur et vitalité. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'air d'un homme maître de la situation. Près de 200 personnes assistèrent à l'événement. Attirés par la curiosité, la solidarité ou tout simplement le spectacle inédit de cette occasion sans précédent. Le journal local dépêcha un journaliste. Plusieurs invités documentèrent la soirée discrètement sur leur téléphone, garantissant que l'histoire se répandrait bien au-delà des frontières de Millbrook Heights. Linda arriva séparément, accompagnée de sa sœur venue d'Atlanta pour la soutenir. Elle paraissait épuisée, sur la défensive. Son assurance habituelle remplacée par une anxiété à peine contenue. Elle avait envisagé de ne pas venir. Mais son avocat lui avait expliqué que son absence serait interprétée comme un aveu de culpabilité. Ce qui nuirait à sa position dans la procédure de divorce. Le docteur Hendrick, lui, ne vint pas. Il avait quitté la ville 3 jours plus tôt pour ce que son cabinet décrivit comme une conférence médicale prolongée. Son absence fut remarquée et interprétée par beaucoup comme une confirmation silencieuse de sa culpabilité. À 20 h, Bobby monta sur l'estrade. Juste après le dîner, alors que les invités s'installaient dans cette ambiance aussi étrange qu'élégante. Son discours ne fut ni colérique, ni émotionnel. Il était méthodique, glacial, dévastateur dans sa précision. Merci à vous tous d'être venus célébrer cette étape importante de ma vie. Commença-t-il, d'une voix claire résonnant dans la grande salle de bal. Ce soir, vous deviez assister au mariage de mon fils Travis avec Rebecca Morrison. Au lieu de cela, nous sommes ici pour fêter la fin de mon mariage avec Linda. La salle entière retint son souffle. Pour ceux qui se demandent pourquoi nous nous réunissons pour une occasion si peu conventionnelle. Permettez-moi d'expliquer. Il y a 4 mois, j'avais décidé de dépenser $35 000 pour le mariage de mon fils. Cet argent représentait * toutes mes économies, mon fonds de retraite. Et un second prêt hypothécaire sur notre maison familiale. Bobby fit une pause, laissant à l'audience le temps de mesurer l'ampleur financière. J'ai travaillé 14 heures par jour, 7 jours sur 7, pour gagner cet argent. Je ne mangeais qu'un seul repas par jour, j'ai vendu mes affaires et sacrifié tout confort pour que mon fils puisse avoir le mariage de ses rêves. Pendant ces mêmes 4 mois, ma femme Linda entretenait une liaison avec le docteur Michael Hendry, le rencontrant 2 fois par semaine, tout en me disant qu'elle allait à un club de lecture. Des exclamations choquées et des murmures parcoururent la foule. Plusieurs personnes se retournèrent pour regarder Linda, figée à sa table, incapable de bouger. Le mois dernier, j'ai surpris mon fils et sa fiancée en train de rire de mes sacrifices. Ils m'ont traité de loser pathétique qui paierait n'importe quoi si on le culpabilisait assez. Ils trouvaient hilarant que je mange des nouilles instantanées pour financer leur mariage de rêve. Ils spéculaient sur mon désespoir d'être aimé. La voix de Bobby restait calme et posée, comme s'il parlait de la météo et non pas de trahison personnelle dévastatrice. Cette conversation m'a aidé à comprendre quelque chose d'important: le respect ne s'achète pas, la loyauté ne se paie pas, et un amour qui exige un paiement n'est pas vraiment de l'amour. Alors, j'ai annulé le mariage, demandé le divorce, et décidé d'organiser cette célébration à la place. Il fit un geste vers l'assemblée. Chacun ici a gagné son argent, bâti ses relations sur le respect mutuel, et compris que la confiance se mérite, elle ne se présume pas. Vous comprenez la valeur de tenir sa parole, d'honorer ses engagements, et de traiter les gens avec une décence humaine basique. Bobby fouilla dans sa veste et sortit une enveloppe en papier craft. Dans cette enveloppe, il y a les copies du rapport du détective privé documentant la liaison de Linda, avec des photos, des relevés bancaires montrant ses dépenses accrues durant cette période, et des relevés téléphoniques prouvant des centaines d'appels et de textos à son amant. Je ne partage pas ces détails pour embarrasser davantage Linda, ses actions l'ont déjà fait. Je les partage parce que la vérité compte,
et je veux que tout le monde comprenne exactement ce que nous célébrons ce soir. Le silence dans la pièce était assourdissant. Linda avait les larmes qui coulaient sur ses joues, mais elle restait immobile, comme figée, incapable de bouger ou de parler. Cette célébration représente la liberté, poursuivit Bobby. La liberté de la trahison, de la manipulation, des gens qui prennent la gentillesse pour de la faiblesse, et la générosité pour de la stupidité. Elle représente la fin de l'indulgence face aux comportements égoïstes, et le début de la responsabilité face aux choix de chacun. Pour la première fois, il regarda Linda dans les yeux. Linda, tu as choisi de trahir notre mariage. Travis, tu as choisi de te moquer de mes sacrifices. Rebecca, tu as choisi d'exploiter ma générosité. Dr. Andry, tu as choisi de participer à la destruction d'une famille. Ce sont tous des choix, pas des erreurs ou des malentendus. Ce soir, nous célébrons les conséquences de vos choix. Bobby leva sa coupe de champagne. À la vérité, à la responsabilité, et à la fin de la prise pour acquise des personnes décentes. La salle reprit lentement son toast, le tintement des verres résonnant comme une conclusion étrange à la célébration la plus inhabituelle que Millbrook Heights ait jamais vue. Chapitre 8, Conséquences et comptes à rendre. Les semaines qui suivirent la célébration du divorce apportèrent des conséquences rapides et complètes pour tous les impliqués dans la trahison de Bobby. La nature publique de l'événement garantissait que l'histoire se répandrait dans toute la communauté et au-delà, créant des répercussions touchant chaque aspect de la vie des traîtres. La procédure de divorce de Linda devint un cours magistral en préparation légale et en destruction stratégique. L'avocate de Bobby, Margaret Shah, était l'une des avocates de famille les plus respectées de l'État, et Bobby lui avait donné des ressources illimitées pour assurer une victoire complète. « Votre mari a tout documenté », expliqua Margaret à l'avocate de Linda lors de leur première rencontre. Relevés bancaires, journaux d'appel, preuves photographiques, témoignages de témoins, et un rapport de détective privé qui ressemble à un roman d'espionnage. Madame Kellerman n'a aucune défense plausible. L'avocate de Linda, une jeune avocate travaillant dans une clinique juridique à bas coût, fut submergée par l'ampleur des preuves de Bobby et la compétence de sa représentation. L'affaire fut réglée en 6 semaines, Linda recevant une pension alimentaire minimale, sans aucun droit sur les affaires de Bobby ni sur ses comptes de retraite. Le jugement final du divorce fut brutal dans sa complétude. Linda fut tenue responsable de la moitié des dettes liées au mariage, malgré le fait qu'elle n'ait jamais profité de la célébration. Elle perdit tous ses droits sur la maison familiale, les affaires de Bobby, et tous les biens communs, à l'exception de ses effets personnels basiques. Le plus significatif, la Cour accorda à Bobby un jugement pour le remboursement de toutes les dépenses liées à la liaison de Linda, factures de restaurant, frais d'hôtel, cadeaux, et autres coûts payés avec des fonds matrimoniaux. Le total dépassait $12 000, une somme que Linda n'avait pas et ne pouvait raisonnablement pas gagner. Le docteur Michael Andry découvrit que les scandales dans une petite ville pouvaient détruire une réputation professionnelle avec une efficacité dévastatrice. Sa patientèle continua de diminuer à mesure que la rumeur de la liaison se répandait dans les milieux médicaux des environs. Les médecins référents redirigeaient silencieusement leurs patients vers d'autres spécialistes, et ses privilèges hospitaliers furent examinés par le comité d'éthique. Le coup final vint lorsque l'Ordre des médecins de l'État ouvrit une enquête sur la conduite d'Andry, se concentrant spécifiquement sur la question de savoir s'il avait violé l'éthique professionnelle en entretenant une liaison avec une patiente. Les dossiers médicaux de Linda montrèrent que ses plaintes pour douleurs dorsales étaient largement fabriquées, soulevant la question de savoir si Andry avait correctement diagnostiqué et traité sa condition, ou s'il avait permis sa tromperie depuis le début. Hendricks prit la décision de transférer sa pratique médicale dans un autre État. Son départ de Millbrook Heights fut silencieux et sans cérémonie, laissant derrière lui une réputation ternie et un cabinet médical vendu bien en dessous de sa valeur précédente. La situation de Travis devint désespérée à une vitesse alarmante. Son emploi à temps partiel dans un magasin d'articles de sport couvrait à peine ses frais de motel, sans parler de la nourriture, des transports et de ses dettes croissantes. Bobby réclamait son dû par des voies légales. Ses tentatives pour trouver un meilleur emploi étaient entravées par son manque d'expérience et la notoriété grandissante dans la communauté locale liée à son rôle dans le scandale familial. Le bruit avait couru partout, les remarques moqueuses de Travis à propos des sacrifices de son père avaient fait le tour des commerçants,
qui refusait désormais d'embaucher quelqu'un avec une si mauvaise réputation. Jake Morrison abandonna sa sœur et Travis après avoir compris que leur situation était irrécupérable. Il retourna à Los Angeles, avec des dettes impayées et des mandats d'arrêt à son encontre, laissant derrière lui une traînée de factures impayées et de promesses brisées. L'empire des réseaux sociaux de Becca Morrison continua son effondrement spectaculaire. Ses parents l'avaient forcé à supprimer son compte Instagram et à retourner en Floride, où elle travaillait désormais comme caissière dans une épicerie, vivant dans sa chambre d'enfance. La transition d'influenceuse à employée au salaire minimum fut humiliante et totale. Ses parents, Frank et Dorothy Morrison, étaient profondément honteux du comportement de leur fille et avaient mis en place des règles strictes pour sa réhabilitation. Elle devait payer un loyer, travailler à plein temps et assister à des séances hebdomadaires avec un conseiller spécialisé dans la dépendance aux réseaux sociaux et les problèmes de sentiment d'impunité. « Tu apprendras la valeur du travail honnête et le respect des autres », lui avait dit Frank. « Et si jamais tu te comportes encore ainsi, tu devras trouver un autre endroit où vivre. » La réaction de la communauté face aux actions de Bobby fut mitigée, mais généralement favorable. Beaucoup admiraient sa stratégie face à la trahison, tandis que d'autres jugeaient que l'humiliation publique était une réponse excessive à des problèmes familiaux privés. Madame Henderson, qui avait été la première à alerter Bobby du comportement suspect de Linda, devint une sorte de célébrité locale. Son rôle dans la révélation de l'affaire fut perçu comme héroïque par ceux qui soutenaient Bobby. Bobby Kellerman est un homme bon qui a été exploité par des gens censés l'aimer, disait-elle à quiconque voulait l'entendre. Parfois, les bonnes personnes doivent se défendre, et cela peut blesser d'autres, mais ceux qui sont blessés sont ceux qui ont fait leur propre choix. Charlie Wu, ami de Bobby, qui avait publié une réponse virale sur les réseaux sociaux pour le défendre, reçut des dizaines de contrats de construction de la part de personnes souhaitant soutenir des entreprises incarnant de vraies valeurs. Le post avait été partagé des milliers de fois, faisant de Charlie un héros local d'Internet. Les gens en ont assez de voir les bonnes personnes se faire marcher dessus, expliqua-t-il à un journaliste local. L'histoire de Bobby touche car nous connaissons tous des familles où une personne fait tous les sacrifices pendant que les autres ne font que prendre. Travis fit une ultime tentative de réconciliation avec son père, arrivant chez Bobby un jeudi soir pluvieux. Il avait l'air amaigri et désespéré, son arrogance habituelle remplacée par une peur sincère de l'avenir. « Papa, s'il te plaît, » dit Travis quand Bobby ouvrit la porte. « Je sais que j'ai fait des erreurs, je sais que ce que j'ai dit était mal, mais je suis ton fils, ça compte pour quelque chose, non ?» Bobby regarda ce jeune homme qui partageait son ADN, mais avait rejeté toutes les valeurs qu'il avait essayé de lui inculquer. « Tu as cessé d'être mon fils quand tu as décidé que j'étais une blague. Être de la même famille ne te donne pas le droit de traiter quelqu'un avec mépris. » « Je voulais juste impressionner, » supplia Travis, « je ne pensais pas ce que j'ai dit. »« Si, tu le pensais, » répondit Bobby calmement. « Tu voulais dire chaque mot, tu ne pensais juste pas que je l'entendrais. » Travis changea d'approche. « Et le pardon ? Et une seconde chance ?» Bobby réfléchit sérieusement. « Le pardon n'est pas la même chose que la confiance. Je pourrais te pardonner un jour, mais je ne te ferai plus jamais confiance. Sans confiance, il n'y a pas de relation. Alors c'est fini ? Tu vas abandonner ton seul enfant ? Non, dit Bobby fermement. Tu m'as abandonné quand tu as décidé que j'étais quelqu'un à moquer et exploiter. Je ne fais que reconnaître ce choix que tu as déjà fait. Travis repartit ce soir-là, conscient que sa relation avec son père était irrémédiablement rompue. Le jeune homme, qui avait grandi en s'attendant à un soutien inconditionnel malgré son comportement, devait enfin faire face aux conséquences de son mépris de l'amour comme ressource illimitée. Chapitre 9, Nouvelle fondation. 6 mois après la célébration du divorce, Bobby Kellerman se tenait sur le pont de son nouveau bateau de pêche, baigné par la lumière du matin. Il regardait le lever du soleil peindre le lac de nuances d'or et de cramoisie. Le bateau était plus grand et meilleur que celui qu'il avait vendu pour financer le mariage de Travis, acheté avec l'argent du règlement de Linda et les profits de son entreprise de construction florissante. Paradoxalement, le scandale avait été excellent pour la réputation professionnelle de Bobby. Des clients de toute la région recherchaient cet entrepreneur qui avait su s'imposer avec une stratégie brillante, considérant ses actions comme un signe de caractère fort et de jugement fiable.
Son agenda était complet pour les 18 prochains mois, et il avait dû embaucher 3 employés supplémentaires pour répondre à la demande croissante. Sa santé physique s'était complètement rétablie après des mois de sacrifice et de stress. Il avait repris le poids perdu, s'entraînait régulièrement et paraissait plus jeune qu'il ne l'avait été depuis des années. Plus important encore, sa santé mentale s'était nettement améliorée dès qu'il avait cessé de tolérer l'égoïsme des autres et commencé à prioriser son propre bien-être. Madame Henderson était devenue une compagne régulière des sorties de pêche matinales de Bobby. Leur amitié s'était approfondie grâce à son rôle dans la révélation de la trahison de Linda. La veuve âgée était spirituelle, une excellente compagnie, partageant avec Bobby l'appréciation des plaisirs simples et des relations authentiques. « As-tu des regrets ?» demanda-t-elle un matin alors qu'ils attendaient que le poisson morde. Bobby réfléchit soigneusement. « Je regrette d'avoir mis tant de temps à voir qui ils étaient vraiment. Je regrette d'avoir toléré leur comportement aussi longtemps. Mais je ne regrette pas la façon dont ça s'est terminé. » Linda avait déménagé dans un autre état après la finalisation du divorce, incapable de reconstruire sa réputation à Millbrook Heights. Sa sœur lui avait offert un logement temporaire, mais leur relation était tendue, Linda restant financièrement dépendante et refusant toujours d'assumer ses responsabilités. Les tentatives de Linda pour contacter Bobby furent complètement ignorées. Son numéro de téléphone avait été changé, son adresse rendue confidentielle, et son avocat avait pour consigne de rejeter toute tentative de communication. Pour Bobby, Linda Kellerman n'existait plus. Le docteur Hendricks avait réussi à transférer sa pratique au Nevada, mais sa patientèle restait bien moindre qu'auparavant. La communauté médicale étant étonnamment petite, les rumeurs sur ses manquements éthiques l'avaient suivi au-delà des frontières. Son revenu avait chuté de plus de 60% et sa réputation professionnelle restait définitivement entachée. Travis avait fini par trouver un emploi dans un entrepôt d'une ville voisine, gagnant à peine assez pour louer un studio et assurer ses déplacements essentiels. Ses tentatives de renouer avec sa famille élargie avaient échoué, la nouvelle de sa trahison s'étant répandue dans tout leur réseau social. Le jeune homme, qui avait un temps rêvé de déménager à Los Angeles pour lancer une start-up, travaillait désormais en 3e équipe à charger des camions, vivant au jour le jour. Ses rêves de succès facile et d'héritage familial avaient été remplacés par la dure réalité de l'autonomie sans aide familiale. Becca Morrison restait en Floride chez ses parents, travaillant à l'épicerie et apprenant lentement à vivre sans la validation des réseaux sociaux. Son compte Instagram avait été définitivement supprimé et elle avait l'interdiction formelle d'en créer de nouveaux, dans le cadre de son programme de réhabilitation. La transition du style de vie d'influenceuse à un emploi normal fut traumatisante, mais Becca commençait à comprendre la valeur du travail honnête et des relations sincères. Ses parents rapportaient qu'elle progressait, tout en restant vigilants pour éviter toute rechute dans ses anciens comportements d'enfant gâté. Jake Morrison avait été arrêté à Los Angeles sur des mandats en suspens et purgeait 6 mois de prison dans la prison du comté. Ses rêves de start-up avaient laissé place à la dure réalité d'accusations criminelles pour fraude par chèque et vol d'identité. Le personnage charmant d'entrepreneur s'était révélé une supercherie élaborée visant à exploiter la confiance et les ressources d'autrui. La nouvelle vie de Bobby était plus simple, mais infiniment plus satisfaisante que son ancienne existence en tant que facilitateur et soutien financier pour une famille ingrate. Il avait rejoint un club de pêche, assisté à des événements communautaires et avait noué de vraies amitiés avec des gens partageant ses valeurs de travail acharné et de respect mutuel. Son entreprise de construction avait élargi ses activités, incluant désormais des projets commerciaux et des contrats publics. La réputation qu'il avait bâtie pendant des décennies de travail honnête, combinée au soutien public reçu après sa prise de position contre les traîtres, lui avait ouvert des portes qu'il n'avait jamais envisagées auparavant. Mais surtout, Bobby avait appris à distinguer l'amour de l'exploitation, la loyauté familiale de la facilitation de comportements destructeurs, le pardon de la naïveté. Les leçons avaient été coûteuses et douloureuses, mais elles l'avaient transformé de victime en homme respecté. Un soir, alors qu'il révisait les plans d'un nouveau centre communautaire, Bobby reçut un appel d'un numéro inconnu. À l'autre bout du fil, la voix de Travis était à peine reconnaissable, rauque, désespérée, brisée. « Papa, j'ai besoin d'aide, » dit Travis sans préambule. « J'ai perdu mon emploi, je suis expulsé, et je n'ai nulle part où aller. » Bobby écouta en silence son ancien fils lui détailler la cascade d'échecs qu'il avait menée à ce point de désespoir.
Travis avait été licencié pour absence répétée, avait accumulé les retards de loyer, et épuisé toutes ses autres sources d'aide. Je sais que tu me détestes, continua Travis, mais je suis ton fils, j'ai besoin que tu m'aides encore une fois. La réponse de Bobby fut calme et définitive. Travis, tu as fait ton choix quand tu as décidé que j'étais quelqu'un à moquer et exploiter. Tu subis les conséquences de ce choix. J'espère que tu en tires une leçon, mais je ne vais pas interférer avec les leçons que tu dois apprendre. Tu ne peux pas me laisser devenir SDF. Supplia Travis. Je ne te rends pas SDF, répondit Bobby. Ce sont tes choix qui t'ont rendu SDF. La différence est importante. Après avoir raccroché, Bobby ne ressentit aucune satisfaction dans la souffrance de son fils, mais aucune obligation non plus d'empêcher cette souffrance. Travis était un adulte, il avait pris des décisions d'adulte, avec leurs conséquences d'adulte. Faciliter son comportement ne ferait que retarder sa confrontation inévitable avec la réalité. Madame Henderson, qui avait surpris la conversation lors d'une de leurs visites du soir, acquiesça avec approbation. Des choix difficiles, dit-elle simplement, mais nécessaires. Bobby se versa un verre de scotch et s'installa dans son fauteuil confortable, regardant le lac où il avait pêché ce matin-là. La maison était calme, paisible, et entièrement à lui. Personne ne moquait sa générosité, n'exploitait son amour ou ne prenait ses sacrifices pour des blagues destinées à divertir. Pour la première fois depuis des décennies, Bobby Kellerman était entouré uniquement de personnes qui le respectaient, appréciaient son amitié et lui rendaient la dignité qu'il avait toujours méritée. Le prix à payer pour cette paix avait été élevé, mais valait chaque centime. Assis dans son fauteuil, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs éclatantes, Bobby réfléchit à la leçon la plus importante qu'il avait apprise. Certaines relations ne valent pas la peine d'être sauvées, certaines personnes ne méritent pas le pardon, et parfois le plus grand acte d'amour est de refuser de permettre à quelqu'un de s'autodétruire. Le téléphone sonna de nouveau ce soir-là, mais Bobby ne répondit pas. Quelle que soit la crise ou l'urgence vécue par son ancienne famille, il devrait la résoudre sans lui. Il leur avait tout donné, et il lui avait renvoyé son don avec mépris et moquerie. Maintenant, qu'ils vivent avec les conséquences de leur choix. Are purple. Final answer, son. Oh god, okay. Yet again, lucked out with the fling. To be fair, Pat did get a fling on me that sent me directly into lava. Wow! My tower actually did something. That's awesome. Little sound plays now. Hey, you noticed. Yes, a little sound plays now. Yeah, on Sunday, I just blocked out the whole day to work on stream stuff. I walked outside and I said, wow, this is an incredible tower. I can't do a Trump voice. Oh. Dylan does a great Trump voice. That was your Trump? I don't do impressions, dog. That was Trump if he was a Redditor. Discord mod. You need to choose. Oh, that's not. I never claimed to be good, alright? I'm sorry. Alright, we've killed 2 dogs in this world. Feels bad, man. I heard more of a Trump voice in Dylan's emojis. Sorry, I'm sorry, fucking impressions aren't good enough for you, chat. Should I delete my stream now, or? Did you put a lot of time into the emojis?
I kind of want to like try again to redeem myself, but I'm not gonna do that. Okay. We've got food. We've got some gold. I think our next goal... Yeah, our next goal is a Crimson Forest. Alright. Let me just dump a little bit more. Okay, we need to cook this gold. And then what else? What else do we need to do? We need to make this into wheat, or into bread, I mean. Wow, it's over a stack, huh? Cool, alright. That feels good. We're all gonna team up to keep you safe? Really? 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 Alright. I'm very excited, chat room. I'm very excited to win one. I did add a wins up at the top. It is still at 0. Remember? Yes, when food didn't stack. I actually do remember that. Ooh, Q lost it all. Unfortunate. Q, many a chatter have been in your exact position. Fear not. Alright, chat room. The summer edition Sadachi Lime Red Bull has been finished. It is not recommended. I'd give it a 4 out of 10, personally. It just tastes like a slightly flatter